Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce beau vendredi pour la review du chapitre 990. Ça y est, le compte à rebours est lancé, il ne reste plus que 10 petits chapitres avant que le déjà légendaire chapitre 1000 fasse son apparition. Nous sommes extrêmement nombreux à être hypés pour les éventuels événements qui peuvent se dérouler dans ce chapitre mythique, et c'est pourquoi j'ai réalisé une vidéo à son sujet et aux potentielles révélations que nous pourrons avoir. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, alors n'attendez plus, le lien se trouve en description et dans le petit onglet d'informations en haut à droite de l'écran. J'en profite pour la petite pub habituelle. Si cette vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker les bros, ainsi qu'à vous abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos. Nous sommes à quelques abonnés des 200 000 et j'ai plein de trucs prévus pour vous, mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Voilà, le blabla est fait, commençons dès à présent cette review. Sasaki ouvre le bal avec une très brève apparition dans ce chapitre qui nous montre sa libération suite aux dégâts provoqués par l'attaque dévastatrice de Big Mom. Son Hikoku aura percé le mur d'Onigashima et découpé l'arbre où était retenu captif le Tobiropo, le libérant ainsi de ses entraves. Décidément, c'est la deuxième fois que Big Mom utilisera cette technique depuis son apparition et c'est également la deuxième fois qu'un arbre sera touché. Hasard ou clin d'œil, je vous laisse en juger. Quoi qu'il en soit, Sasaki lui a regagné sa liberté et va sans doute rejoindre la bataille, nous offrant peut-être prochainement le visuel de son fruit du démon antique. Le combat des fourreaux rouges et des Minx contre Kaido et ses sbires continue sur le sommet enneigé d'Onigashima. Bien qu'ils étaient censés ne pas combattre contre Jack pour économiser leurs forces, il se trouve que Inuarashi et Nekomamushi sont quand même passés à l'action contre leur bourreau, le destructeur de leur cité, car l'armée des Minx ne parvenait pas à le soumettre. Cependant, Oda joue encore avec notre patience et nous cache la véritable apparence des deux rois de Zou en forme Sulong. Alors qu'il est déjà amoché de ses précédents combats, Jack subit l'assaut surpuissant des deux Minx. Nul doute que l'intensité de l'attaque lui laissera certaines séquelles, mais alors, ne serait-ce pas le moment propice pour Jack de dévoiler sa forme hybride? Les utilisateurs de Zoan sont connus pour leurs nombreuses formes. Ils possèdent la forme basique humaine, sans réelle modification corporelle, liée au fruit du démon Zoan. La forme animale, celle où l'utilisateur du fruit du démon se transforme en bête, en utilisant donc toutes les capacités de son fruit du démon, et la légèrement moins populaire forme hybride. C'est la forme qui semble être la plus propice au combat, puisqu'elle apporte les avantages de la forme humaine, ainsi que celle de la forme animale. Dans le cas de Jack, bien que sa force soit incroyable en mammouth, sa vitesse et ses mouvements le sont bien moins. Face à deux monstres de puissance et d'agilité, il va devoir alors user de tous les stratagèmes possibles pour les contrer, dont l'éventuelle utilisation de la forme hybride. Il est à noter que malgré tout ce qu'on peut dire des échecs de Jack, parvenir à résister à tous ces Minx enragés en Sulong reste un véritable exploit. Certes, Nekomamushi et Inuarashi doivent intervenir, mais cette calamité est un véritable rempart, un mur à l'apparence infranchissable. Et même avec la présence des deux rois, eh bien c'est pas pour autant que Jack a un pied dans la tombe. Lorsqu'il révélera l'entièreté de sa puissance, car il ne l'a sûrement pas encore fait, eh bien je pense que cette calamité nous offrira un spectacle grandiose et sanglant. Ce chapitre révèle un conflit entre Tobiropo. Souvenez-vous, dans les précédents chapitres, Queen et Uzu laissaient sous-entendre qu'ils avaient tous les deux pour cible une personne en particulier. Dans la review du chapitre 980, je vous expliquais que d'après moi, Queen n'avait personne d'autre que Diez Drake dans son collimateur pour la simple et bonne raison qu'il est l'infiltré de l'équipage au sang bête. Donc tout comme la double identité de Kanjuro qui aura été révélée avec le temps en traître du clan Kozuki, il me semble logique que le traître de l'équipage de Kaido soit également dévoilé à son tour. Pour rappel, Diez Drake fait toujours partie de la marine, oui, même s'il a été présenté comme un supernova, il se trouve faire partie d'une équipe secrète au sein de la marine, le SWORD. Il donne des informations au sujet des empereurs et de la situation à Wano Kuni directement à Koby, qui les retransmet également de son côté. Il était indéniable que sa position allait forcément être révélée à un moment ou l'autre, et c'est bien la première pensée que j'avais concernant Queen et Uzu. Et finalement, l'histoire tourne aujourd'hui de ce trio, la Calamité et le Tobiropo ont conspiré contre l'infiltré marine pour tenter de le tuer. Cela nous mène ainsi à la confirmation de théorie suivante, c'est bien Drake qui avait libéré l'eau il y a de cela plusieurs dizaines de chapitres, et c'est d'ailleurs ce qu'il a trahi et mené Queen à penser qu'il était un traître. Maintenant que sa véritable identité a été dévoilée, il ne reste plus qu'une chose à faire: survivre. Effectivement, Hawkins lui a révélé que la survie d'un certain homme jusqu'à demain n'est que d'un seul %. Tout nous laisse alors supposer qu'il s'agit du condamné et que Drake ait alors 99% de chances de périr dans cette guerre. Malgré tout, ce genre d'estimation est toujours à prendre avec des pincettes, puisque dans un scénario, surtout à la Oda, il aurait plutôt tendance à prendre la probabilité la plus faible pour créer une sorte de pseudo-retournement de situation. Mais au final, est-ce réellement la survie de Drake dont il dépend, ou de celle d'un autre personnage? Étant donné que c'est Hawkins qui donne cette information et qu'il reste un supernova cachant sûrement son jeu, j'aime à penser que son estimation n'était pas faite pour Drake, mais pour un membre de l'équipage au sang bête. Obligatoirement, ma pensée se dirige vers Kaido. Lui qui souhaite mourir depuis son introduction, perdrait la vie durant la guerre dont il est à l'origine. Quelle ironie.
Ça serait donc cet homme qu'Hawkins analysait. Ou alors, tel un foreshadow de la grande guerre de Marineford, ça ne serait ni de Drake ni de Kaido qu'Hawkins analysait les probabilités de survie, mais d'un autre homme tout autrement important, Luffy. Chapitre 581, après que Luffy ait subi des dégâts monstrueux de la part d'Akainu, Hawkins examine sans cesse ses chances de survie et à sa grande surprise, jamais elle n'était nulle. Comme si la volonté sans faille de Luffy l'empêchait de mourir avant d'atteindre son rêve. Il est impossible d'imaginer que Luffy puisse réellement succomber avant de devenir le roi des pirates, mais si Oda a décidé de nous faire une frayeur durant cette grande guerre. Ce sujet précis est abordé dans ma dernière vidéo sur le chapitre 1000, donc si ça vous intéresse, eh bien raison de plus d'aller y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, même si j'ai mes quelques doutes, la mention de la mort d'un homme est si vaste qu'elle nous permet de théoriser sur tout et n'importe quoi. Drake et Kaido sont les candidats de choix pour des raisons que j'ai citées plus tôt, mais si le parallèle de Marineford s'ancrait davantage dans l'arc d'Onigashima, si une nouvelle fois Hawkins avait lu les cartes pour analyser les chances de survie de Luffy et que ce soit celle-ci qui nous a été dévoilé aujourd'hui. 1%. 1% de chance de survivre face à deux Yonko et leur équipage. Ça paraît presque énorme vu la menace auquel Luffy s'expose continuellement. Je présume que les mots d'Hawkins auront donc une importance certaine dans quelques chapitres. Pour le moment, tout n'est donc que théorie. En tout cas, dites-moi en commentaire qui est pour vous l'homme ciblé par la prédiction, que ce soit Drake ou un autre, j'attends avec curiosité votre avis. Dans un élan de désespoir, Drake parvient à s'enfuir de cette situation et se dirige vers celui dont on n'aura que vanté les mérites, Luffy, et l'aidera par la même occasion à vaincre Numbers. Il se présente à lui comme un guerrier solitaire, se souviendra des louanges que Kobe en aura fait, et s'apprête alors à rejoindre l'alliance contre Kaido pour sauver sa vie. Comme j'ai pu le mentionner dans la vidéo listant les combats de Wano Kuni, Drake changera de clan pour sa survie et surtout pour vaincre l'équipage au sang bête. Le cas de Drake est de toute façon très instable à partir du moment où c'est un infiltré, il n'aura peut-être même aucun combat avec personne et se rangera du côté des protagonistes pour affronter l'équipage de Kaido et ainsi offrir un combat de Zoan ancien contre Zoan ancien. Mais il n'interrompt pas un moment crucial pour les Mugiwara qui étaient en plein combat contre les Numbers. Numbers semblant d'ailleurs être facilement battu par Luffy et son équipage. Cependant, n'oublions pas qu'il peut s'agir de Zoan éveillés. Ces monstres colossaux dévoilés dans l'enfer d'Impel Down avaient une spécificité des plus remarquables. Leur endurance et récupération sont bien supérieures à tout autre Zoan. Alors même si les Numbers sont défaits au premier abord, qu'en est-il réellement au final? Ne vont-ils pas simplement se relever dans un chapitre ou deux en pleine forme? C'est en tout cas ce que j'espère car outre les calamités et quelques tobiropos, il faut avouer que l'équipage de Kaido n'est pas à la hauteur de leur capitaine. Les Numbers c'était alors une occasion unique pour l'équipage au sang bête de gagner en puissance et plus particulièrement en menace. Ce serait donc un gâchis sans nom que de les rayer du scénario dès maintenant, alors que dans le dernier chapitre, nous avions commencé à en apprendre un peu plus sur leur origine liée à Punk Hazard. Je ne pense donc pas que les Numbers soient réellement vaincus, ou alors l'intérêt de les avoir introduits serait désormais totalement ridicule. Mais il est aussi vrai que, comme l'a dit Luffy, l'équipage est désormais d'un tout autre niveau. Même si à l'époque ils devaient tous se battre ensemble contre un seul et même colosse tel que Oz, aujourd'hui, ils n'ont plus du tout la même force. Nous en venons alors à une partie qui m'aura passionné. Tout d'abord, parlons de Zoro. Il aura fait beaucoup de remous sur internet ces derniers jours grâce à un post Reddit qui aura été repris sur Twitter par plusieurs comptes One Piece, dont le mien. Ça a fait plusieurs milliers de likes et d'interactions tellement ça a créé de hype chez les lecteurs et j'imagine que nombreux d'entre vous en ont entendu parler. Porter Pick2 aura noté que dans le chapitre 989, Zoro portait les fourreaux de ses trois sabres non pas du côté droit habituel, mais du côté gauche. Ce changement n'est pas anodin puisque dans le code du samouraï, le Bushido, porter ses katanas du côté gauche signifie qu'il est prêt à combattre, alors que les porter du côté droit signifie qu'il ne s'apprête pas à combattre sérieusement. Ainsi, le changement de côté des sabres de Zoro indique qu'il soit prêt à se combattre le plus sérieusement possible, voire même à fond pour mieux illustrer l'image, chose qu'il ne faisait donc pas avant. Il faut avouer que l'idée était incroyable et envoûtante. Zoro dévoile enfin tout son potentiel. Mais certaines choses pouvaient faire tiquer, comme je l'ai dit, notamment lorsque face à Mihawk, son ennemi ultime, il n'ait pas changé ses katanas de place, alors que pourtant c'était le combat le plus décisif de sa vie à ce moment-là. J'ai alors pensé, en prenant du recul, à une éventuelle erreur d'Oda ou de ses assistants. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent et ça aurait pu être le cas avec Zoro ici même. Alors la première chose que j'ai regardée dans le chapitre 990 est tout naturellement la position des sabres de Zoro et il s'avère qu'ils ont retrouvé leur bonne vieille place, c'est-à-dire à droite de leur maître. Alors au final, que penser? L'erreur est-elle au chapitre 989 ou au chapitre 990? Voire même, y a-t-il réellement une erreur? Les prochaines apparitions de Zoro dans les chapitres suivants seront alors déterminées
déterminant pour garder ou enterrer cette théorie qui nous aura, il faut bien le dire, totalement fait rêver. Ensuite, une sorte de théorie, idée que j'avais émise pour les combats de Luffy s'est confirmée, celle disant qu'il allait combattre le Numbers 5 pour s'échauffer, puisque le 5 est son chiffre emblématique. Eh bien, figurez-vous que le Numbers qu'il a attaqué est celui révélé dans le dernier chapitre se nommant Goki. Go signifiant 5 et chaque Numbers ayant un nombre attitré, Oda a donc bel et bien fait en sorte que parmi tous les monstres présents face à lui, Luffy attaque le Numbers numéro 5. Encore une fois, je vous laisse juger du hasard ou non, mais je dois avouer avoir bien rigolé quand j'ai découvert cela dans le chapitre. Tout en continuant et en concluant avec Luffy, oui, il a utilisé sa forme Bondman à nouveau. Le Gear Force est actuellement incroyablement exploité par Luffy qu'il a déjà utilisé 2 fois avant même d'avoir pu faire face à Kaido. C'est une technique qui, je vous le rappelle, utilisait tellement les ressources de Luffy qu'il a dû se reposer pendant 10 minutes à l'époque de Doflamingo sur Dressrosa pour récupérer son haki. Aujourd'hui, il l'utilise comme bon lui semble sans contrainte physique particulière. Et ça, c'est pour moi l'indice parfait qu'il est prêt à passer à autre chose. Maintenant qu'il maîtrise parfaitement son haki et son Gear Force, il peut passer à la vitesse supérieure et dévoiler son prochain atout. Ce sont également les mots de Yogoro qui m'ont conforté dans cette idée quand, en voyant Luffy dans cette forme, il a appelé le Miyoho. Ce terme est très fort puisqu'il a été entendu dans One Piece pour la première fois en parlant de Kaido dans le chapitre 921. Miyoho est un roi gardien de la connaissance et de la sagesse dans l'hindouisme. Yogoro avait justement été représenté lui aussi dans cette forme à son apogée. Mais alors quelle est la véritable signification et le véritable lien avec Luffy? Eh bien c'est un sujet que je devais évoquer dans une vidéo spéciale sur Luffy depuis plusieurs mois déjà, donc je ne vais pas vous dévoiler tous les éléments maintenant, mais je pense que Yogoro voit en Luffy le nouvel empereur succédant à Kaido. Kaido est considéré comme un Miyoho, une divinité protectrice par certains habitants de Wano Kuni, mais lorsque Luffy le battra et libérera le pays, alors ce sera à son tour d'être considéré comme le roi gardien. Luffy, à travers son Gear Force, incarne certaines divinités japonaises, et il y a de grandes chances pour que ça ait une influence certaine dans cet arc lié intégralement au Japon. L'explication mérite d'être approfondie, mais n'a pas sa place dans une review, alors soyez un tout petit peu plus patient. En tout cas, nul doute que Luffy nous montre les prémices d'une plus grande forme et une plus grande puissance. Pour conclure cette review, ce qui est en train de se mettre en place est absolument grandiose puisque tous les supernovas finissent petit à petit par s'allier à Luffy. Law, Capone, Kid, Killer et désormais Diez Drake, tous se réunissent à l'homme qui possède le pouvoir le plus destructeur au monde, le pouvoir de rallier les gens à sa cause. Et voilà les bros, je pense avoir fait le tour de ce chapitre qui était ma foi très agréable. Avant que vous partiez, je voulais vous remercier car à l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes précisément 199 596. Et je sais que lorsque cette vidéo sortira, les 200 000 seront passés ou en tout cas le seront bientôt. Merci donc à tous du fond du cœur pour ce soutien dont vous m'avez fait preuve ces 5 dernières années, mais encore plus ces derniers mois. Vous avez été si nombreux à rejoindre l'aventure, si nombreux à contribuer à mon évolution et à mon développement que je ne peux que vous remercier. Le 25 septembre, la chaîne fête ses 5 ans. Et vu que c'est un chiffre qui compte beaucoup pour moi aussi, eh bien je voulais marquer le coup en vous offrant diverses choses. De nombreux concours avec des centaines d'euros de lots seront à gagner, mais aussi des événements un peu spéciaux qui se dévoileront petit à petit, et pas forcément le 25 septembre précisément. Je ne souhaite pas faire une vidéo spéciale pour l'occasion, puisque je souhaite que chacune de mes futures vidéos à partir de maintenant le soit déjà. Je veux redoubler d'efforts pour vous proposer un contenu qualitatif au possible de ma simple personne. Voilà, c'était une parenthèse avant la véritable fin de cette review. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu, et bien sûr si c'est le cas, un petit like est le meilleur des soutiens. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou mon serveur Discord en attendant les prochaines vidéos. Moi je vous souhaite un très bon week-end les bros, prenez soin de vous, et merci encore. Peace.